Au point de départ, vous avez un drame, un vécu indicible. Ici, le drame, c'est le décès du mari et des enfants. Hein. Excusez du peu, hein, c'est pas. Mais je veux dire, au point de départ d'une situation comme ça peut être une situation dramatique émotionnellement, mais ça peut être aussi une honte torride, une souffrance terrible, en tout cas un vécu indicible, une mort inacceptable. On va voir comment... alors bon, ici c'est des morts, mais on l'a vu aussi, les phénomènes de guerre qui ont créé des fois des choses insupportables aussi. Autrement dit, quelque chose d'indicible, quelque chose d'intraitable qui pose sur un drame. Et deuxième point à repérer, c'est que ce drame va constituer une situation inachevée, parce que de fait, on ne peut pas ni l'avouer, ni le traiter, ni l'élaborer, ni le digérer. Hein. Si vous êtes psychanalyste, vous direz on peut pas, c'est non symbolisable. On va dire en Gestalt c'est non achevable ou non digérable, non élaborable. Prenez tous les mots inavouables, mais en tout cas ça ne peut pas se traiter. Donc comme ce drame de vie, cette honte ou cette souffrance est toujours présent et n'est pas traitable, au fond, il constitue une situation inachevée. Alors, oui, la situation inachevée, je ne vais pas vous développer ça plus, on verra s'il y a des questions autour de ça. Hein. Mais ça constitue au fond une situation inachevée. Et comme toute situation inachevée, ça va être mis au secret. Puisqu'au fond, quelque part de ce qui a été vécu, il ne faut jamais oublier ça, mais il faut surtout en parler à personne. Il faut le garder secret. Donc c'est au fond comme si on mettait ça sous inclusion plastique. On enquiste ça dans une zone plastique et on le met au milieu de la table. Hein. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, en fait, c'est le secret qui apparaît. Hein. On pourrait dire que c'est comme si cette situation inachevée, qui n'a pas pu être traitée et qui est là au milieu de la table, agit comme un fantôme qui vient hanter les générations suivantes. Hein, ça va vous... C'est pour ça que j'ai pris cette métaphore hein, du fantôme. Mais voyez, on est vraiment sur une métaphore. Et vraiment, c'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas apparemment là, mais qui viennent hanter les générations suivantes pour tenter de ne pas être oubliées, d'être achevées, bien que ça soit inachevable. C'est Tisseron qui, lui, a traité les choses d'une autre façon, mais j'aime bien aussi ça. Il dit souvent, c'est ce qui ne s'exprime pas en mots. Il dit, c'est tellement insupportable ce qu'a vécu Serma, ça ne peut pas s'exprimer en mots, alors ça peut s'exprimer en mots. Vous êtes, ce qui ne s'exprime pas en mots, M-O-T-S, vient alors s'exprimer en mots, M-A-U-X, et parfois par des symptômes corporels. Donc au fond, ce qui n'a pas pu s'exprimer par des mots, se dire, pas dissible, donc s'élaborer, s'exprime par des mots, donc des symptômes, des mots, quoi. Hein, ça fait mal, les symptômes corporels. Donc c'est mis au secret. Alors, c'est intéressant de dire quelques mots du secret, parce que mis au secret, oui, par définition, un secret, c'est quelque chose qu'on sait qui est secret. Sinon, il n'y a pas de secret. Si je ne sais pas que ça existe, il n'y a pas de secret. Il y a plein de non-dits qu'on ne sait même pas qu'on ne le dit pas. C'est pas pareil, hein. Le secret, c'est secret. Donc, quelque part dans le secret, je sais toujours qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que je sache, ou que je devine, ou qu'il y a des trucs. Voilà. Donc, comment se transmet le secret ? Quelle est la transmission ? Alors, bien sûr, en psychanalyse, Tisseron, avec elle on a pas mal échangé là-dessus, dit c'est l'inconscient. Mais on le colle un peu là-dessus. On dit oui, mais l'inconscient est la bandeau, hein. L'inconscient, des fois, c'est ce qu'on utilise quand on ne sait pas expliquer les choses. C'est des fois comme le médecin qui ne sait pas ce que vous avez dans les rhumatismes, il vous dit c'est psychologique. Bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça. Hein. Donc, alors c'est pas idiot. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas une question d'idiotie. Hein. Mais dire que ça se met par l'inconscient, pour moi, est juste aussi. Est juste. Mais à condition qu'on aille chercher plus loin. Pas pour se débarrasser du problème, non, c'est l'inconscient. Non. Oui, l'inconscient, mais comment ? Donc, là, Tisseron et d'autres psychanalystes ont été chercher un peu plus sur savoir quels sont les mécanismes de transmission. Entre autres, par exemple, Tisseron dit, un des mécanismes importants de l'inconscient qui se transmet là, c'est effectivement ce qui ne se met pas en mots, se met corporellement. Il a ramené la dimension corporelle qui est importante. Guy Oslos, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, moi, qui est un vieux copain qui a beaucoup fait dans l'approche systémique et dans ce travail-là, lui dit, c'est lui qui a écrit, je ne sais pas si les gens ont été, il a écrit sur la compétence des familles. Parce que souvent on disait les familles qui créent des problèmes aux enfants. Et lui a sorti un bouquin sur la compétence des familles. Ce qui est intéressant, hein, en disant au fond, lui son hypothèse c'est que si des fois des enfants posent problème dans une famille, c'est qu'ils peuvent être dans des loyautés invisibles. Et si une famille est compétente pour créer des problèmes qu'un enfant récupère, alors elle a toutes les compétences pour sortir de ce problème.
Et c'est ça qu'il faut soutenir pour l'aider, plutôt que la blâmer de ce qu'elle fait. Ça va vous... Alors, non, Guy Oslos lui dit, en fait, le plus souvent, toutes les règles qui sont mises en place pour empêcher la révélation d'un secret, ce sont ces règles-là qu'ils transmettent. Au fond, le secret se transmet par toutes les règles qui sont mises en place pour ne pas le transmettre. Vous avez le bel exemple ici dans les photos sur le buffet de la cuisine. Hein ? Comment il est transmis ? Il est transmis en mettant des photos qu'on dit qu'il ne faut surtout pas regarder. Essayez donc de regarder, de regarder simplement des photos qu'on vous met et qu'on vous dit qu'il ne faut pas regarder. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, dans l'approche internationale, c'est ce qu'on va appeler le langage analogique. Le secret passe souvent par tout ce qu'est le langage analogique. Vous voyez, par exemple, si je vous dis surtout en ce moment, par exemple, s'il vous plaît, ne pensez pas où égarer votre voiture. Voilà. Pendant les 30 secondes qui viennent, surtout ne pensez pas où égarer votre voiture, là en ce moment. Mais je suis sympa, là, je pourrais vous le faire. Surtout en ce moment, ne pensez pas avec qui peut être votre compagnon ou votre compagne de vie. N'y pensez pas. Ça ne sert à rien. Hein. Autrement dit, le ne pas introduit toujours la pensée. Hein. Le langage analogique, vous voyez, on le voit bien. Hein, si je veux que... Vous voyez, le gars qui protège son coffre-fort et qui met des panneaux lumineux partout, c'est défense d'entrée, propriété privée, etc., attire tous les bandits du monde. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qu'il faut aller regarder, sinon on ne le cacherait pas autant. Donc toutes les règles qui tentent de le cacher, en fait, le révèlent. C'est Tisseron aussi qui dit, de toute façon, le secret suinte de partout. Comme le secret est enquisté, il essaye de se révéler et il suinte de partout. Comme un fantôme, il vient rôder, hanter les générations suivantes. Il est transmis sous forme de mission secrète, demandant une résolution tout en empêchant de le résoudre. Ça va ? Donc, un drame de vie, il est mis au secret, transmis pour être traité, et la manière dont l'enfant, ici donc Victoire le reçoit, c'est une loyauté invisible. Quelque part, la mission qu'on lui demande, c'est d'aller réparer la souffrance de la grand-mère qui est indicible et qui est secrète. Et c'est une mission impossible. Impossible de réparer la souffrance de cette grand-mère. Mission impossible. Donc c'est maintenir quand même quelque part qu'il y a de la souffrance. Donc le métier qu'elle fait comme infirmière pour s'occuper d'enfants souffrants, tout comme ce qu'elle va vivre, elle, sont deux loyautés invisibles. Vous y êtes ? Donc ce qu'on appelle loyauté invisible peuvent très bien se manifester par des symptômes, des maladies que porte une personne qui peuvent être considérées comme des loyautés invisibles. C'est-à-dire le symptôme que je porte, la maladie que je porte à un moment donné, peut être regardé, alors je ne dis pas c'est ça, c'est vrai, hein, mais peut être regardé, c'est une hypothèse possible, comme une loyauté invisible pour traiter des choses indicibles ou secrètes de cette famille. Donc dans l'idée transgénérationnelle, on va souvent regarder quand une personne présente des choses pour lesquelles plein d'autres regards n'ont pas donné de suite de traitement, on peut toujours en tout cas poser l'hypothèse que ce symptôme présenté, cette maladie grave que la personne récupère, peut aussi être regardé comme une loyauté invisible. Entendez bien ? Donc loyauté invisible, c'est comme une tentative pour cette personne de traiter par une mission impossible quelque chose qui n'est pas traité dans cette histoire. Donc elle continue à porter ça. Donc l'idée au fond, c'est ça va être comment aider cette personne à pouvoir repérer l'invisible, au fond, tenter d'entrer dans l'histoire comme ça a été fait ici, pour aller rendre visible ce qui est invisible, pour mettre du sens dans ce qu'est le secret et dans ce qu'est cette mission impossible, pour permettre à la personne de trouver une manière de se dégager de cette mission. Alors, on pourrait dire certaines missions, la façon de s'en dégager, c'est d'aller au bout, hein, certaines. D'autres missions, c'est de les aménager. D'autres missions, elle a trouvé une autre manière. Une autre mission, c'est, à un moment donné, d'aller démissionner. Elle a été portée sa démission à sa grand-mère, pour moi, dans ce jeu-là. Hein, ça va, vous ? Alors, vous voyez, c'est Sylvie dont on va parler. Alors, vous repérez déjà quelque chose d'intéressant. Vous voyez que Sylvie est assistante sociale en alcoolologie. Son frère Charles est médecin en chat.
chasse et services d'hygiène alimentaire. C'est ce qui est devenu après les OCHS, ces alcoolologies. Thomas est éducateur spécialisé. Et Élise, comme la famille, a mal tourné comme son père. Elle est banquière à la BNP. Voilà. Alors, l'histoire vient par Sylvie, qui est là un peu différent. C'est moins dramatique que ce que je vous ai raconté tout à l'heure, mais Sylvie est une assistante sociale qui fait bien son boulot, mais qui vient à un moment donné en supervision. Elle demande dans un groupe de la supervision, parce qu'elle se rend compte qu'elle travaille dans un service à Nantes, qui est un service chouette aussi, qui travaille en alcoolologie, et qui travaille avec les personnes présentant une maladie d'alcool, mais aussi travaille avec la famille entière. Et elle s'est spécialisée, elle a fait une formation systémique, elle peut travailler avec le système familial. Mais en supervision, elle dit, j'ai vraiment besoin d'aide plus aiguë, parce que, en fait, je me rends compte que je ramène toujours tous les enfants des familles alcooliques le week-end chez moi. Dans sa tête, hein, pas... Hein. Elle dit, j'ai l'impression que quand je rentre du travail, je travaille encore, quoi. Et que j'ai l'impression que je ne peux pas poser les familles que je vois. Je les ai vues, ben ça va, je les reverrai dans 15 jours. Elle dit, je les emmène partout avec moi. Et surtout les enfants. Et donc, c'est elle qui demande à aller un peu plus loin dans son histoire, qu'elle n'avait pas beaucoup explorée. Et donc, voilà. Donc, je vais le faire un peu plus vite, mais vous voyez quand même troublant qu'elle est en alcoolologie, son frère médecin en alcoolologie, son frère éducateur. Ça fait beaucoup de monde, hein. Alors, on remonte l'histoire maintenant, parce que la première question, on a travaillé ça dans un groupe, hein, c'est un groupe de supervision. Des gens du groupe lui disent, mais attends, Sylvie, si tu as des problèmes comme ça avec les enfants dans les familles alcooliques, de quel enfant tu parles? Enfin, t'as pas eu d'alcoolisme dans ta famille, parce que tu es devenu quand même alcoologue. Alors elle dit, bah, la seule chose que j'ai repérée, il y a l'alcool du côté, je vous l'ai pas mis là, du côté du grand-père maternel en haut là-bas. Vous voyez, il y a Liliane qui est sa mère et le grand-père en haut. Lui était alcoolique. Et elle dit, mais ça, c'est pas un secret. Et puis, ma mère nous en a pas souvent parlé, mais quand même. Et puis, elle s'en est débrouillée. C'était pas un méchant bougre. Alors, il y a des fois, ça n'a pas été toujours marrant pour elle. Il a fallu qu'elle s'en occupe pas mal. Elle était un petit peu mère de son père, mais c'est pas dramatique. Voilà. Donc, on lui dit, cherchons ensemble. Qu'est-ce que c'est que ton histoire? Alors, on commence son histoire. Et puis, la première chose qui apparaît quand même très vite, c'est de se dire, tiens, son père est un homme enfant unique. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais pourquoi est-il enfant unique? Le génogramme, vous savez, quand on travaille, c'est Agatha Christie. Moi, les gens m'appellent Agatha Christie. Agatha Christie, ça veut dire que toutes les évidences s'interrogent. Tout est intéressant, mais c'est pas une vérité, c'est juste, ça s'interroge. Donc, tiens, qu'est-ce qui se passe que cet homme-là, dans les années où la pilule n'existait pas encore, est fils unique? Elle dit, je ne sais pas, mais je sais que mon père aimait bien ses parents, il a vécu avec eux, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que tous les enfants travaillent en alcoolologie? Je ne sais pas. Cela dit, quand même, notre père est un homme très engagé dans les associations. Il travaille à la banque, bien sûr, mais il aime travailler pour des associations. Et entre autres, il prête beaucoup d'attention à tout ce qu'est l'alcoolologie, etc. Donc peut-être que c'est ça qui a créé notre profession. Et puis, elle dit, on a souvent entendu quand on était enfant, non pas n'allez pas boire, mais dès qu'il y avait un fait à la télévision ou un événement, c'était « Ah, j'espère quand même cet homme-là qui a tout quelqu'un sur la route n'avait pas trop bu ». C'est-à-dire que tous les événements étaient colorés autour de l'alcool. Et ça fait quand même beaucoup, hein. Alors, allons-y. Ton père, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, elle dit, l'histoire de mon père que je connais, c'est que mon père est fils unique. Et puis, il perd son père d'un accident de chasse en 58. Donc, en 58, il a 19 ans. Il perd son père à 19 ans. Vous me suivez? Là, sur l'accident de chasse, on n'en sait pas trop. Il a pu être dit dans le quartier que c'était un accident de chasse, mais que ça pouvait aussi être autre chose. Que ça pouvait être un accident de chasse lié à une mauvaise tenue du fusil quand des chasseurs ont fait la fête, par exemple. Vous voyez? Donc, dans le groupe, on évoque est-ce qu'il y a pu y avoir de l'alcool, des choses bien arrosées. Elle me dit, j'en sais rien, j'en ai jamais entendu parler. Seulement, ma mère, donc elle dit, mon père me disait que sa mère lui racontait qu'elle ne croit pas que c'était ça. Bon, en tout cas, il est décédé. Et donc, la mère de Robert reste seule. Robert, lui, il a 19 ans,
il était parti faire un BTS dans une ville voisine pour aller vers la banque. Et sa mère vit seule et va mal. Sa mère commence à aller mal. Elle a beaucoup de chagrin, elle est seule. Et donc son père, qui vient de passer son BTS, choisit, plutôt que prendre un emploi dans une autre ville voisine, se propose de revenir vivre, c'est à Nantes à l'époque, pour être pas loin de sa mère. Mais sa mère va de plus en plus mal, mais vraiment très mal. Elle déprime, elle est mal, oui, c'est ça, comme elle dit, elle est très mal. Et donc, il vient vivre chez sa mère pour s'en occuper. Voilà. Et Sylvie sait que Robert est venu s'occuper de sa mère, qu'elle est mal. Mais question maintenant, de quoi est décédée cette grand-mère ? Parce que ce que vous découvrez sur Génogramme, c'est que Robert ne va se marier qu'en 70, ça veut dire 1 an après que sa mère décède. Autrement dit, ça veut dire que pendant 10 ans de sa vie, après le décès de son père, il revient s'occuper de sa mère. Et il ne pourra aller vivre sa vie à lui avec une autre femme qu'après le décès de sa mère. De quoi est-elle décédée ? Et Sylvie nous dit, je ne sais pas. De chagrin. Sûrement de chagrin. J'ai dit oui. Tu sais, nous, on est toujours attentifs aux gens qui décèdent de chagrin, parce que le chagrin, c'est de l'eau, c'est des liquides. Donc on peut noyer son chagrin. On peut se noyer dans son chagrin. On peut se noyer, tout simplement. C'est-à-dire, autour les gens meurent de chagrin et déprimés et mal. La question peut toujours se poser, est-ce que ça vient parler d'un suicide ? Ou est-ce que ça vient parler d'alcool ? Il se noie dans le chagrin. Et elle ne sait pas trop. Sylvie ne sait pas trop. Mais quand même, dans le groupe, elle commence à dire, c'est quand même troublant quand même, qu'on travaille tous en alcoolologie, que sa mère se noie son chagrin, mais meurt de chagrin. J'en sais pas beaucoup plus, mais que mon père, on n'entend parler que d'alcool. Elle commençait à la mesurer, comment dans la famille, en fait, elle a été baignée dans l'alcool toute sa vie. Hein. Elle dit, jamais on nous a interdit de boire, mais au fond, tout était commenté autour de ça. Et elle se dit, il faut que j'aille voir mon père. Elle avait effectivement des liens assez chouettes. Bon, dans la famille... Alors si, un événement quand même important, elle nous dit à un moment donné que dans cette famille, aucun des enfants ne buvait ni vin ni alcool. Alors, ça peut être normal, hein. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est un peu troublant quand même. Hein. Que 1, 2, 3, 4... Alors, aucun des enfants ne boit une goutte de vin et d'alcool et ont tous épousé des conjoints qui, aucun n'aime le vin ni l'alcool. Je me dis, bon, c'est sûrement très bien, mais enfin, ça fait beaucoup quand même. Hein, ça fait beaucoup. Et donc, le groupe fait des plaisanteries là-dessus. Mais elle, c'est un peu fâchée quand même. Non, j'ai dit, bien, t'as raison, on n'est pas obligé tous d'aimer le vin et l'alcool. Cela dit, moi, je trouve ça agréable quand même, quoi. Et donc, elle va voir son père. Et elle revient la fois d'après, en nous disant qu'elle avait passé vraiment un temps inoubliable avec son père, qui lui a dit, quand elle est arrivée, je t'attendais. Et elle dit, papa, mais tu attendais quoi ? Elle dit, il dit, tu m'as bien dit que tu voulais me voir parce que tu retravailles ton génogramme et ton histoire et qu'il y a des choses sans doute que tu veux qu'on discute. Elle dit, oui, c'est ça, papa. Mais il dit, je t'attendais. Il dit, tu crois pas que je suis pas troublé comment chacun de vous travaille avec dans l'alcoolologie ? Et tu crois pas que c'est des questions que je me pose, que moi-même j'aille faire beaucoup de bénévolat autour de ça ? Et elle dit, mon père a commencé à me dire, il faut que je te parle de ton histoire. Je t'ai jamais rien caché, mais peut-être que je t'ai non plus jamais rien dit. Et c'est ce qu'elle nous a dit après. Au fond, elle a toujours entendu que la grand-mère est décédée d'alcool, mais ça n'a jamais été dit. Vous y êtes ? Et donc son père commence à lui dire, avec de l'émotion, avec des larmes, que ça a été une période horrible pour lui, parce qu'après le décès de son père, sa mère a déprimé, mais est sombré petit à petit dans l'alcool. Il est donc revenu vivre chez elle pour s'en occuper, mais il dit c'était horrible. Je passais, moi, mon temps après le travail, à la chercher au café, à la récupérer dans des cafés parce qu'elle rentre dans le fossé parce qu'elle rentre en vélo, jusqu'au jour, effectivement, après 10 ans, où sa mère est tombée dans un fossé et est morte dans le fossé en crise d'alcool. Vous êtes, et son père lui raconte que c'était horrible. Il a passé 10 ans de sa vie à essayer de sauver sa mère. Il n'a pas réussi. C'est pour lui un échec fondamental. Et il n'a pas voulu rester dans le quartier ni dans la ville où ça s'est passé. Il s'est trouvé une compagne qui elle-même avait eu affaire avec l'alcool de son père. Mais ce n'était pas secret. Et les deux parents se sont jurés
que jamais, jamais, leurs enfants ne vivraient ce que eux avaient vécu. Vous y êtes ? Donc, ils ont protégé leurs enfants. L'enfer est pavé des bonnes intentions. Ils ont protégé leurs enfants pour qu'ils ne sombrent pas dans l'alcool, pour qu'ils ne vivent pas ce qu'eux avaient vécu, ce qui se comprend, c'est honorable, mais tellement protégés que trop c'est trop. Tellement protégés, comme elle dit, et son père le reconnaissait, qu'en fait, ils ont été élevés dans l'alcool, sans jamais boire. Elle dit, je découvre à ce moment-là qu'effectivement, tout notre travail... Et alors, elle commence à faire des liens très rapides, elle avait déjà travaillé avant, elle commence à dire, au fond, moi, les enfants des familles avec alcool que j'emmène à la maison, c'est mon père. J'emmène sans arrêt mon père avec moi le week-end. C'est-à-dire que je passe ma vie, moi, à tenter dans les familles de protéger des enfants. Elle dit, j'ai appris à travailler avec des familles. Je sais dans mon travail de thérapeute que c'est pas en mettant les enfants de côté pour parler de l'alcoolisme juste avec les parents qu'on aide les enfants, c'est en pouvant parler de ça avec toute la famille, en prenant soin de chacun, mais en parlant de ça. Et elle dit, il y a des fois, je veux protéger à tout prix les enfants, et puis même je pense qu'à eux. Et elle dit, je viens de comprendre avec mon père que je n'ai plus besoin de le protéger. Il est capable de se protéger tout seul. Et elle dit, mon père, dans ce qu'il a pu me dire de ce qu'il avait vécu, quand mon père m'a raconté son histoire, m'a raconté ce qu'il avait vécu, voyez ce qui se passait aujourd'hui, et disait que, de fait, il ne voulait surtout que jamais ses enfants revivent ça. Elle dit, j'ai compris en parlant avec mon père que cet homme-là était capable de parler de sa souffrance et que je n'étais plus obligé de la porter à sa place. Ça va, vous ? Et elle est dans le groupe, alors les gens du groupe lui disent après, bah alors maintenant tu vas quitter l'alcoolologie, etc. Elle dit non, je crois pas, j'aime bien ce que je fais. Et de fait, cette femme a continué à travailler dans son métier, mais elle disait elle-même, ce que ça a changé profondément, c'est qu'au fond, je n'ai plus besoin d'amener les enfants chez moi. Je n'ai plus besoin forcément que les enfants soient toujours dans les familles quand il y a l'alcool, et je n'ai pas forcément besoin toujours qu'ils n'y soient pas. Je peux parler avec eux et travailler avec eux, parce que c'est clair que c'est bien d'eux dont il s'agit, c'est pas de mon père. Ça va, vous ? Donc là, quelque part, elle a été, en rencontrant son père, elle a été effectivement posée aussi une démission. Son père l'a licenciée. Peut-être avec indemnité d'ailleurs. Voilà, ça va vous... Donc vous voyez, là on est sur ce que j'appelais loyauté professionnelle, loyauté invisible professionnelle. Alors, ça aurait pu se passer complètement autrement. Là, vous avez une histoire qui va bien, mais la Sylvie, elle aurait pu aussi ne jamais regarder ça. Et puis, par exemple, Pauline aurait pu commencer à se mettre à boire, par exemple. Ou Pauline n'aurait pu pas du tout boire, mais par exemple, épouser un homme qui buvait. Et puis faire un enfant. Et puis se reproduit l'histoire. C'est-à-dire qu'on va voir au fond que dans le transgénérationnel, l'idée, c'est que toutes les situations graves inachevées, pas les situations graves maintenues par des loyautés secrètes et invisibles, vont toujours tenter de se réparer. Et quand elles ne se réparent pas, elles se répètent. Elles se répètent. Donc l'alcool peut se répéter, les abus sexuels peuvent se répéter, les violences peuvent se répéter, et on en connaît de mieux en mieux le mécanisme. Donc l'idée, au fond, c'est bien de stopper, ici par exemple pour moi, Sylvie, par le travail qu'elle a fait, stoppe la répétition qu'elle peut avoir. Comme tout à l'heure, Victoire. Ça, vous... Donc l'idée de stopper, c'est d'aller regarder ce que je tiens comme héritage et ce que je continue à porter pour m'en dégager. Et vous voyez que le dégagement, c'est pas juste « Ah non, mais maintenant je ne veux plus le faire ». Non, non. Quand j'ai hérité d'une dette et d'une mission, je dois aller voir la personne qui me l'a donnée. Je ne me, comme disait un copain un jour, quand j'ai pris un prêt bancaire, c'est pas comme ça un soir j'en ai marre de payer que je me dis c'est bon, j'arrête de payer mon prêt bancaire. Non, il faut que j'aille voir le banquier pour commencer à le négocier. Donc quand j'ai pris une mission enfant de devoir réparer quelqu'un, c'est une mission que j'ai acceptée. J'avais pas le choix non plus, mais je l'ai pris et elle m'habite et elle me construit. M'en dégager, c'est la repérer, mais c'est pas suffisant. C'est pas juste la compréhension et la connaissance de la mission qui m'en dégage, c'est en l'ayant compris et regardé, c'est la tâche, le travail que je vais devoir faire pour pouvoir m'en défaire. Soit la finir, soit la démissionner, soit me faire licencier avec indemnité, soit, voilà. Il y a plusieurs manières de faire.